Bonjour à tous. Merci de venir de nouveau à cet éco-dialogue dans cette belle chapelle Saint-Pierre. Je pense que ça va être le 7e ou la 8e année qu'on fait ça. On a accueilli, vous le savez, plein de gens très différents, des politiques, un philosophe, et puis cette fois-ci, on va accueillir deux personnes sur des projets très différents, mais bon, qui se rejoignent sur la question suivante: comment faire pour naviguer sans polluer? Alors pourquoi? Parce que cette année, l'ensemble des éco-dialogues qu'on est en train de préparer et qui vont se dérouler sur toute la semaine sont autour de l'idée Terre-Océan. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion hier de regarder le magnifique film Océan de Jacques Perrin, un film absolument merveilleux qui a introduit cette semaine. Alors pourquoi Terre-Océan? Tout simplement parce que finalement on est sur un océan. Et j'aime beaucoup cette représentation qui est ici, qui est une projection qui a été faite par un cartographe qui s'appelle Spielhaus, ça date de 1942. Ce cartographe a représenté la Terre, mais cette fois-ci en mettant l'Antarctique au milieu, en mettant l'ensemble des mers, et puis les littoraux finalement de l'ensemble des continents. Alors elle est un petit peu compliquée à regarder. Par exemple, on va avoir une partie de l'Amérique du Nord qui est ici. Ça, c'est son côté, le côté ouest. Et puis après, derrière, on a le côté est, pardon. Puis après, derrière, on a le côté ouest qui est là. Mais c'est tout à fait passionnant parce qu'en réalité, on a finalement un seul océan. Et donc, notre Terre, c'est en fait un seul océan. Après, derrière, on leur a donné des noms différents, bien entendu, mais lorsqu'on regarde tout ça, on s'aperçoit en fait que derrière, notre Terre est essentiellement un océan. Et c'est très important parce que finalement, les physiciens, aujourd'hui, les climatologues, les océanographes nous disent que l'océan, c'est une très grande partie de nos problèmes climatiques. C'est aussi une grande partie des problèmes de liaison entre l'atmosphère et la mer, des ressources. 2 milliards de personnes vivent avec les protéines du poisson. Et en plus, l'océan aussi absorbe une grande partie du gaz carbonique. Donc derrière, la machine climatique de l'ensemble de la Terre est liée à l'océan. Alors, sur cet océan, en ce moment, on se déplace. On se déplace de plus en plus. Et voilà, entre 1970 et puis 2019, l'augmentation absolument considérable, effrayante, du volume de fret maritime dans le monde en millions de tonnes de marchandises. Vous voyez qu'on est passé de 2600 millions de tonnes à, en 2019, plus de 11 000 millions de tonnes, 11 milliards de tonnes qui circulent. Et évidemment, l'ensemble de ces bateaux fonctionnent avec des moteurs qui sont des moteurs utilisant la plupart du temps du fioul lourd, de l'énergie fossile. Le fioul lourd est pratiquement le plus polluant de l'ensemble des carburants qui puissent exister aujourd'hui. Et donc, derrière, il y a des pollutions considérables qui sont liées à ce commerce. Alors, comment faire? Et quel est l'impact de ça? Eh bien, cet impact, aujourd'hui, dans le monde, les émissions liées au transport, tout confondu, c'est 28,5% des émissions mondiales en termes de gaz à effet de serre, valeur 2019. Et là-dedans, le transport par la navigation, c'est 3,6% en international, plus les navigations intérieures sur les lacs, les canaux, etc. Donc 4% des émissions mondiales, c'est lié à ce trafic maritime, à ce trafic sur l'eau. C'est considérable, c'est 1/5 du transport routier. C'est plus qu'aujourd'hui l'ensemble de ce qu'on consomme sur le numérique, etc., etc. Alors, c'est plus, vous le voyez, que l'aviation, dont on parle beaucoup. L'aviation, c'est au total 3,8%, le maritime 4%.
Donc, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Et nos deux invités travaillent tous les deux, ou au moins ont des projets dans ce cadre-là. Voilà. Alors, sur ces deux invités sont, je vais revenir ici, sont Mathieu Brunet, ici, qui est juste à côté, à ma droite, et qui est sur une société qui s'appelle Arcadie. Et Arcadie vend, produit, conditionne, etc., essentiellement des plantes médicinales et aromatiques, c'est ça, et des épices. Voilà. Alors, pourquoi je l'ai invité par rapport à ce qu'on vient d'évoquer? Mystère. Voilà, je laisse un petit peu le suspense. On retrouvera Mathieu Brunet tout à l'heure. On va commencer avec Bernard Montluc. Alors, Bernard, vous êtes ici dans une société qui s'appelle donc MGH. MGH, c'est qui? C'est quoi? C'est vous, bien sûr. Alors, peut-être un petit mot sur votre parcours. Et puis également, qu'est-ce que c'est que cette société? Où est-ce qu'elle se situe? Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça marche. Alors, qui je suis? Je suis un ancien officier de la marine nationale, capitaine de vaisseau de réserve. Donc, première partie de carrière tournée vers la mer et la conduite de programmes de bâtiments pour la marine nationale. Ça, c'est la première partie de carrière. Puis une deuxième partie de carrière qui est tournée vers la décarbonation et le monde maritime. Décarbonation d'abord à la Compagnie du Vent comme directeur de projet de parc éolien en mer Les Deux Côtes, qui était conduit par la Compagnie du Vent. Et puis la mer et la décarbonation, aujourd'hui chez MGH, où je suis directeur général de cette société. Je reviendrai sur les missions de MGH. Ce qui est important de dire, c'est que MGH a pour fondateur Jean-Michel Germa. Jean-Michel Germa, qui est un entrepreneur français très connu dans le monde des énergies renouvelables, puisqu'il a été des pionniers de l'éolien terrestre et offshore en France et également au Maroc. Et donc, c'est à travers la volonté de Jean-Michel Germa de décarboner les activités maritimes, notamment que Jean-Michel Germa a créé MGH. Et chez MGH, notre mission, c'est de décarboner les activités maritimes. Donc je reviendrai sur les différentes Jean-Michel activités. Germa, qui est aussi un des mécènes du Festival de Thau. Voilà, donc on le remercie ici. Je crois qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais on le remercie. Alors, MGH, c'est Maritime Green Horizon. Donc on a là-dedans les trois termes qui évidemment caractérisent votre entreprise. Où est-ce qu'elle est située? Elle est récente? C'est une start-up? Alors, MGH est une entreprise relativement récente, puisqu'elle a été créée en 2014. MGH, notre mission, c'est de décarboner les activités maritimes. Et dans cette démarche, nous avons commencé par une activité de stockage d'énergie massif en mer. C'est un système qui utilise un principe de la physique qui est l'énergie potentielle. Le principe de l'énergie potentielle, ça consiste à se dire qu'on a des grosses masses pesantes qu'on laisse flotter en surface. Quand on lâche ces lestes qui sont retenus par des cordages ou des câbles et qui sont retenus par des sortes d'alternateurs. Et donc au moment où on laisse tomber ces lestes, la chute entraîne les alternateurs et ces alternateurs créent de l'électricité. Cette électricité-là est renvoyée vers le réseau terrestre. Donc c'est un des projets sur lesquels nous avons travaillé
pour décarboner les activités, Voilà, les activités maritimes. Voilà, on le comprend avec deux petites vues très rapidement. On va comme ça, on reste là-dessus. On a, si j'ai bien compris, une phase de stockage au départ, c'est-à-dire qu'on va réutiliser l'électricité au moment où on a moins besoin, la nuit par exemple, hein, souvent, quand on est en excédentaire, et puis après derrière, on va pouvoir déstocker et renvoyer l'électricité. On le voit ici, lors de la chute, voilà, et au moment où on en a le besoin. Principe, le modèle économique qui sous-tendait cette idée-là était de se dire que lorsque l'électricité n'est pas chère, donc la nuit par exemple, on rachète l'électricité au réseau, on fait remonter les poids en surface, et en journée, au moment où on a des pics, des demandes très importantes d'électricité, à ce moment-là, on produit de l'électricité en laissant chuter les poids et on revend l'électricité au réseau. Et donc c'est ce différentiel qui est théoriquement censé apporter les revenus. Donc c'est une illustration de projets que l'on a menés. Le plus important dans la démarche de décarbonation du secteur maritime, c'est nos travaux aujourd'hui pour produire des e-fuels. Les e-fuels, c'est-à-dire les électrocarburants. Les électrocarburants sont les carburants alternatifs, renouvelables, alternatifs aux carburants fossiles que tout le monde connaît, hein, qu'on utilise, que vous utilisez avec votre voiture quand vous passez à la pompe pour prendre le diesel ou pour prendre de l'essence. Et donc nos travaux pour décarboner le transport maritime, c'est de produire des électrocarburants. Et la particularité de ces électrocarburants est d'être décarbonés. Alors pourquoi sont-ils décarbonés? Ils sont décarbonés à travers leur mode de fabrication. Comment fabrique-t-on un électrocarburant? Il faut des matières premières. La matière première, c'est le CO2. Premièrement. Deuxième matière première, c'est de l'hydrogène qui va apporter l'énergie dans le carburant. Et ensuite, on combine le CO2 et l'hydrogène à travers des équipements qu'on appelle des réacteurs. Et la combinaison de ce CO2 et de cet hydrogène à travers le réacteur va produire un nouveau carburant. Donc ce nouveau carburant, c'est quoi? Ça peut être de l'ammoniac, on appelle ça du I-ammoniac, I pour électro, électro-ammoniac, donc I-ammoniac. On va pouvoir fabriquer du I-méthanol, on va pouvoir fabriquer du I-diesel, du I-essence, du I-éthanol. La chimie permet beaucoup de choses. Et donc elle permet beaucoup de choses grâce à ces équipements qu'on appelle des réacteurs. Les réacteurs, c'est quoi? Il faut imaginer une grosse marmite que l'on met sous pression et sous haute température et avec des catalyseurs. Donc les catalyseurs, ce sont des ingrédients qui sont fabriqués avec certains matériaux qui ont des propriétés, des caractéristiques qui permettent de créer la réaction que l'on souhaite et de l'accélérer. Voilà, donc le réacteur, c'est trois ingrédients finalement, c'est la pression, la température et le catalyseur. Encore faut-il avoir de l'hydrogène et encore faut-il avoir du CO2. Alors, vous le tirez d'où? Alors, absolument. Donc, l'intérêt de ces électrocarburants, on appelle ça aussi des e-fuels, des e-carburants, c'est d'être décarbonés. Aujourd'hui, la réglementation européenne encadre ce type de production et cette réglementation impose que l'utilisation de ces carburants sur l'ensemble du cycle de vie,
c'est-à-dire ce qu'on appelle du puits au sillage, donc sur l'ensemble du cycle de vie du carburant. Dans le cas de la production des e-carburants, cette décarbonation minimum est de 70%, comparé à une utilisation de carburants fossiles. Donc les carburants fossiles, c'est d'origine fossile, ce sont des carburants qui sont issus du pétrole. Et donc pour pouvoir produire ces électrocarburants, donc on utilise le CO2. Ce CO2, en fait, il vient d'où? Il peut venir de deux sources. Première source, c'est les process industriels. Donc, process industriels dans les fumées des cimenteries, dans les fumées des raffineries, dans les fumées des centrales électriques. Ces fumées contiennent du CO2 avec des niveaux de concentration plus ou moins importants. Typiquement, c'est entre 15, enfin ça peut aller de 15-20% à plus de 90%. 90%, c'est par exemple dans des usines de production d'éthanol. Donc ce CO2-là, il est capturé dans ce type de process industriel avec des équipements, différents équipements qui permettent de filtrer, de séparer le CO2, de récupérer le CO2 pour pouvoir l'utiliser ensuite dans le réacteur. Donc ça, c'est pour la partie CO2. Il y a ensuite le deuxième ingrédient qui est essentiel, c'est l'hydrogène. Et donc cet hydrogène, pour que l'on puisse à la fin disposer d'un électrocarburant qui soit décarboné, il est nécessaire que cet hydrogène soit produit avec de l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, l'hydrogène, il est à 95% produit et issu du pétrole, donc en utilisant du gaz naturel. L'enjeu pour produire les électrocarburants, c'est d'utiliser de l'hydrogène vert, c'est-à-dire produit par électrolyse de l'eau avec de l'énergie renouvelable. Cette énergie renouvelable, c'est quoi? C'est du photovoltaïque ou de l'éolien. Peut-être expliquer en deux mots ce qu'est l'électrolyse parce que des fois c'est loin par rapport au cours de seconde ou de première. Effectivement, la production de l'hydrogène par électrolyse est possible en faisant passer un courant électrique dans de l'eau. Donc on a deux électrodes. On fait passer un courant continu dans ces électrodes et la circulation de ce courant crée de l'hydrogène sur une électrode et de l'oxygène dans une autre électrode. Alors bien évidemment, l'eau, on lui ajoute un ingrédient qu'on appelle de l'électrolyte qui permet d'assurer cette circulation du courant. Voilà, de façon schématique, l'électrolyse de l'eau, ça consiste à faire passer un courant électrique dans de l'eau et le passage de cette électricité dans l'eau va retirer des ions d'un côté et de l'autre et le résultat sera production d'hydrogène sur une électrode et production d'oxygène sur une autre électrode. Voilà, donc on part, si j'ai bien compris, du soleil au travers du photovoltaïque ou alors du vent. Avec ça, on fait de l'électricité, qui est une électricité verte. Vous prenez de l'hydrogène, de l'eau, et puis on arrive à faire de l'hydrogène, et le CO2, en fait, il est récupéré quelque part. Et le CO2,
il est simplement capté à un moment donné pour faire le fuel. Puis après, derrière, il va évidemment être réémis en bout de chaîne lors de la combustion dans le moteur. Hein. Mais il n'y a pas de rajout de CO2, c'est ça qui est important. C'est un petit peu comme l'hydraulique, où à un moment donné, le barrage simplement va réutiliser l'eau. Là, c'est pareil, vous récupérez le CO2 dans ce cycle. Voilà. Et donc, on est en bilan nul, en quelque sorte, sur le CO2. Absolument. C'est d'une certaine façon un cercle vertueux. Hein. Ça se veut être dans une logique d'économie circulaire. On capture le CO2. Il est réinjecté au moment de la combustion et ensuite, on le récupère. Voilà. Une question, oui. Allez-y, oui. Attendez, comme on enregistre, si vous voulez prendre le micro, voilà, comme ça, on entendra mieux votre question. Merci. Je commence un petit peu à perdre pied dans l'eau. Et pour bien comprendre, il y a une production qui est neutre à la base, d'un e-carburant, tout ça, ça va. Mais quand le bateau va brûler ce e-carburant, est-ce qu'il n'y a pas de production de CO2 ? C'est la question. Et quelle serait la consommation d'eau pour atteindre, par exemple, utilisation complète par tous les engins à moteur? Si on utilise ce carburant, quelle serait la consommation d'eau et la répercussion sur le problème d'eau qu'on a justement et qu'on connaît depuis longtemps? Voilà. Alors, pour répondre à votre question, le CO2, le bilan de CO2, il se fait sur un cycle global. Il ne se fait pas au niveau de l'utilisation, puisque lorsque vous faites de la combustion locale, vous avez une émission de CO2. Mais par contre, sur l'ensemble du cycle de vie, entre le moment où j'ai capturé le CO2 et au moment où je l'ai rejeté, c'est l'évaluation sur tout ce cycle-là qui permet d'avoir ce résultat, plus de 70% de réduction de gaz à effet de serre, donc de CO2. Voilà, donc en fait, il y a deux notions. Il y a Excusez-moi, parce que... Attendez, peut-être qu'on reviendra sur les questions qui sont prévues enfin. Ah oui, bien sûr. Mais là encore, ça dépend du type de carburant. Le méthanol, donc le méthanol, si on prend le méthanol, dans la formule du méthanol, il y a du carbone. Donc la combustion va créer de l'émission de CO2. Si on prend de l'ammoniac, dans la formule de l'ammoniac, NH3, il n'y a pas de carbone. Donc la combustion locale, vous ne récupérerez pas de CO2. Mais vous récupérez d'autres choses, et notamment ce qu'on appelle des oxydes d'azote. Ça c'est une autre problématique. Voilà, mais là, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que l'utilisation d'électrocarburants permet la réduction de gaz à effet de serre, donc de CO2, sur l'ensemble du cycle de vie. Si on veut avoir des zones de type zéro émission, ce que l'on peut comprendre dans les approches portuaires où la densité urbaine est très importante, à ce moment-là, il y a d'autres technologies comme par exemple l'utilisation des propulsions électriques. Donc là, pour le coup, on est bien dans un contexte de zéro émission. Alors on va parler justement de véhicules électriques. Voilà, et donc, dans ce contexte-là, une des actions de MGH, et dans sa volonté de décarboner les activités maritimes, a été de lancer le projet Green Pilot, qui a été réalisé en partenariat et subventionné par la région Occitanie à travers son contrat innovation, qui nous a permis de développer ce prototype. Donc ce prototype, c'est quoi? C'est l'utilisation d'une pilotine de 7, donc du pilotage maritime de 7, la Maguelone, qui était une pilotine thermique, donc avec un moteur diesel, des cuves de gazole. Et on a développé un système de propulsion électrique qui fonctionne avec des batteries rechargeables sur le quai.
Voilà, donc ce projet-là permet aux pilotes de SET aujourd'hui de décarboner, donc littéralement, leurs activités et de ne pas polluer, le port de Sète. Très bien, merci, merci beaucoup. On pourra passer après à un certain nombre de questions. Et, vous avez oublié de dire, je crois, que votre société est à Pérols, hein, elle est très Absolument, proche oui. ici. Hein. Oui, tout voilà. à fait. Alors, vous travaillez aussi sur maintenant des projets beaucoup plus importants qui sont notamment les cargos à voile en liaison avec une autre entreprise, je crois. Alors voilà, en fait, la mission de MGH, hein, la raison d'être, c'est de décarboner les activités maritimes. Donc pour décarboner les activités maritimes, il y a plusieurs façons de faire. La première façon, c'est de réaliser des projets concrets, hein, qui sont appelés à être développés et à être généralisés. C'est le cas de la pilotine électrique. La deuxième façon de décarboner les activités maritimes, c'est de travailler sur des projets moyen-long terme. Et donc c'est le cas dans nos travaux pour développer la production de carburants renouvelables, donc les électrocarburants. Et la troisième façon pour décarboner, c'est d'investir dans des sociétés prometteuses et qui travaillent dans la décarbonation des activités maritimes. Et c'est le cas de Zéphyr et Borée. Donc MGH est actionnaire de Zéphyr et Borée. Zéphyr et Borée, la particularité, c'est un opérateur maritime qui fait du transport décarboné, notamment avec l'utilisation de la voile. Et dans ce contexte, Zéphyr et Borée a gagné un appel d'offres qui avait été lancé par Ariane Group pour transporter les modules d'Ariane 6, pour transporter les modules de la métropole vers la Guyane. Voilà. Et ce bateau voilier est en service Il n'est pas encore en service, il a été mis à l'eau il y a quelques semaines et il s'appelle Canopée et sa mise en service opérationnel est prévue en 2023. D'accord. Alors, on arrive à la voile, on arrive au transport maritime et maintenant on va parler d'épices. Mathieu Brunet, vous allez nous dire pourquoi vous êtes passé des épices à la marine à voile, en quelque sorte. Bonjour à tous. Il y a d'abord un lien historique qui est assez évident, parce que la marine à voile, la marine marchande à voile a quasiment été inventée pour les épices, en fait, hein, parce que les épices étaient taxées par Venise et par tout ce circuit de la route des épices à terre qui coûtait extrêmement cher, et ça coûtait tellement cher que ça a poussé les navigateurs à prendre des risques insensés pour trouver d'autres routes pour éviter cette taxation. Et donc, d'abord le passage du Cap de Bonne-Espérance, et puis ensuite même les traversées de Christophe Colomb, de Magellan, etc., elles étaient dans cet attrait des épices. Bon, après, malheureusement, en plus des épices, c'est ajouté le commerce triangulaire et l'esclavage. Donc ça, c'est la partie un peu moins rose. Vous n'allez pas recommencer. On va essayer ça. Donc, à la base, dans les épices, c'est vrai qu'on porte cette histoire-là du lien entre les épices et la voile. Mais finalement, je crois que ce qui nous a, à Arcadie, ce qui nous a amené à nous pencher, avoir envie de revenir à la voile pour le transport de nos épices, c'est bien sûr le côté écologique, mais peut-être encore plus le côté social, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais en plus de l'aspect très polluant du transport maritime, on est aussi dans une zone de quasiment non-droit international avec le système des pavillons de complaisance qui permet en fait d'embaucher n'importe quel marin avec le droit social le moins disant de toute la planète, parce qu'il suffit d'aller s'immatriculer. Voilà, je ne vais pas citer de nom de pays, mais voilà. Okay. C'est un des moteurs. Voilà. Un petit mot peut-être d'abord sur Arcadie, sur votre société, puis ces fameuses épices. Voilà.
Donc Arcadie, c'est une société qui a été créée il y a plus de 30 ans, en 90, et qui faisait d'abord des plantes médicinales, mais qui a vite fait des épices. On a importé les premières épices bio quasiment au monde, à ma connaissance, qui venaient de Madagascar, et on est toujours, Madagascar reste notre principale origine. L'entreprise a été créée par mes parents, et je l'ai reprise avec mon frère et ma femme. Ça se fait progressivement, mais enfin, ça fait 5-6 ans qu'on est à la tête de l'entreprise. Alors, c'est des épices qu'on voit ici, hein, je Ouais. crois. Et là, on doit être à Madagascar, vraisemblablement. C'est ça, c'est à Madagascar, la fabrication, la préparation de la vanille. Ok. Une autre vue ici, c'est l'ensemble de vos produits. C'est ça. Alors, la société Arcadie est peu connue du grand public parce qu'en fait, ce sont nos deux marques de grand public qui sont connues. Donc, pour les épices, c'est la marque Cook, c'est le petit toucan. On trouve nos produits dans toutes les Biocoop et tous les magasins bio. Et puis, on a aussi une gamme de tisanes sous la marque Herbier de France. D'accord. Marques qui sont Voilà, ici. c'est ça. Voilà. Alors, votre entreprise aussi, elle est à Méjane, hein, je crois. C'est Méjane, ça, à côté d'Alès, oui. Alès, et c'est une entreprise. Moi, j'ai bien aimé ici un article sur vous. Arcadie, l'entreprise aux 100 patrons. Il n'y a pas que vous alors. Il y en a 99 autres. Alors bon, votre femme, ça fait 90. Ouais, c'est ça. C'est une expression qui était sortie dans la presse au moment où on est passé en holacratie. Holacratie, c'est un système de gouvernance qui privilégie énormément l'initiative individuelle et qui limite une grande partie de la hiérarchie telle qu'on la voit, pyramidale, telle qu'on la connaît dans les entreprises classiques. Donc effectivement, le but, c'est que chacun se sente patron de sa petite partie d'entreprise et puisse vraiment exercer son initiative et son autonomie au sein de l'entreprise. On fera certainement des éco-dialogues autour de la gouvernance, la problématique de la gouvernance, un très beau sujet. Vous reviendrez pour parler de l'holacratie. J'ai aussi d'autres personnes qui pourraient venir pour ça. Alors, maintenant, pourquoi le voilier et pourquoi ce magnifique projet ? Eh bien, donc, comme je disais, il y avait ce lien avec la voile. Et puis, nous, en fait, avec les épices, dès le début, au-delà de la partie écologique de faire des épices bio, la partie sociale s'est imposée à nous immédiatement. Parce que quand on fait venir des épices comme ça, des pays en voie de développement comme Madagascar, il faut bien sûr s'assurer que les conditions de travail sont à la hauteur de l'éthique qu'on veut porter dans l'entreprise. Et donc le commerce équitable a été dès le départ dans notre façon d'envisager ce type de relation. Et on a participé pour ça à la création d'un label de commerce équitable qui s'appelle Biopartenaire, et qui a la spécificité de ne pas labelliser le produit, et ensuite on a un produit labellisé qui peut se déplacer sur le marché, mais de labelliser la filière, c'est-à-dire qu'on fait un contrat entre tous les opérateurs de la filière, et c'est les relations en fait entre les opérateurs qui sont labellisées. Ça, c'est une spécificité de ce label. Et pendant longtemps, j'ai un petit peu souffert de se dire, bon bah ok, on a toute la filière qui est labellisée, mais à un moment donné, entre Madagascar et ici, on est obligé de mettre nos épices entre les mains d'un opérateur qui, lui, échappe un petit peu à cette éthique, parce que, effectivement, c'est des grands porte-containers avec des marins philippins sous droit panaméens qui descendent jamais de leur bateau, qui ne revoient jamais leur famille et qui sont payés au lance-pierre. Et ça, c'était une souffrance. Et j'attendais qu'à un moment donné, une boîte propose de faire du transport à la voile depuis Madagascar, et ça n'arrivait pas. Principalement parce qu'en fait, le transport à la voile, c'est assez facile quand on veut faire du transatlantique, parce qu'il y a du vent facile partout, et puis c'est tout droit, il y a juste une mer à traverser, c'est assez simple. Aller à Madagascar, c'est bien plus compliqué, parce que d'une part, on ne peut pas y aller tout droit, il faut passer soit par l'est, c'est un peu compliqué. Et puis des problèmes de piraterie, et puis des problèmes de vent, parce qu'on passe dans des zones, l'équateur, où il y a très peu de vent. Et donc, je n'ai jamais vu pendant de longues années de proposition de transport à la voile sur cette ligne-là. Et au bout d'un moment, je me suis dit, zut, si on veut que ça existe, autant le faire soi-même. Et je me suis mis à rêver que je pourrais acheter un petit bateau d'occasion, un 15-20 mètres. Voilà. Et puis j'ai rencontré Nils Joyeux, qui est le président de Zéphyr et Boré, dont on a parlé tout à l'heure. Et je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ? Et il m'a tout de suite dit, le seul moyen, c'est de construire un bateau et de le faire plus grand. Pour que ce soit viable économiquement, et voilà, je me suis laissé embarquer avec délice dans cette aventure-là que je n'avais pas du tout imaginé de créer une entreprise pour faire un gros bateau, quoi.
Alors, le bateau qu'on voit là, malheureusement, c'est encore une vue d'artiste. Hein. C'est bien ça, quand même. Tout à fait. Tout à fait. Mais le projet est en cours. Hein. C'est ça, le projet est en cours. On a créé une entreprise qui s'appelle Wincop. Donc, on est en train de lever les fonds pour permettre de construire le bateau. Et on espère que le début de construction de bateau, ça devrait être début 2023, avec une mise à l'eau début 2025, si tout va bien. Et donc, une fois qu'on aura ce bateau, et ben ce bateau pourra transporter l'intégralité de nos épices qui viennent de Madagascar. Ça représente, nous, environ 25% de nos matières premières, ce qui vient de Madagascar. Donc ça pourra prendre tout, mais ça pourra prendre beaucoup plus que ça, parce que, comme je disais, pour que c'est une viabilité économique, il faut faire un bateau d'environ 85 mètres qui peut emporter une centaine de containers par voyage, sachant qu'il peut faire 5 voyages par an, donc ça fait 500 containers par an. Nous, sur Madagascar, on a 30 containers, quelque chose comme ça, par an. Donc, du coup, on s'est lancé dans cette aventure de créer une entreprise, avec l'aide de Zéphyr et Boré, bien sûr, dont c'est un petit peu le métier, et d'aller chercher d'autres exportateurs sur Madagascar, importateurs aussi, parce qu'il faut remplir le bateau à la descente, enfin, toute cette aventure-là. C'est ça. C'était un peu ma question. C'est-à-dire, à l'aller, qu'est-ce qui se passe? Le bateau est à vide? Non. Et non, ce serait pas possible, ça coûterait beaucoup trop cher de ne pas le remplir, et puis ça n'aurait pas de sens, même écologiquement, de construire un bateau pour qu'il voyage la moitié du temps à vide. Ça n'aurait pas de sens. Donc, voilà, donc il faut trouver, c'est le cas même sur un bateau normal, hein, il faut le trouver à le remplir, même avec les camions, enfin, il y a toujours ces complexités-là qu'il faut réussir à équilibrer les flux, ce n'est pas toujours le cas. Là, nous, on espère réussir à le faire, peut-être pas tant avec Madagascar, mais avec Mayotte, qui importe beaucoup depuis la France. Et donc, on fera vraisemblablement, comme c'est marqué là, on voit un Mayotte, c'est juste à côté de Madagascar. Oui, voilà. On va pouvoir faire le crochet, donc à la descente, aller décharger à Mayotte et ensuite aller recharger à Madagascar. En plus de ça, on voit que sur Madagascar, on a prévu de faire beaucoup d'escales. Parce qu'on va avoir un petit bateau qui va permettre d'aller dans des plus petits ports et du coup de se rapprocher des lieux de production. Il faut savoir qu'à Madagascar, les routes sont dans un état pitoyable et donc ce qu'on appelle le préacheminement est très compliqué. Et puis ça se fait par des camions très polluants, dans des conditions vraiment compliquées. Donc là, on espère pouvoir s'approcher le maximum des zones de production. Pourquoi avoir choisi cette route? Parce qu'on a évidemment l'autre solution par le cap de Bonne-Espérance. Alors au début, en fait, quand on s'est lancé dans l'aventure, on pensait passer par l'ouest. Parce que vous en avez sans doute entendu parler, la Corne de l'Afrique, là, la côte de l'Éthiopie, il y a beaucoup de pirates qui rendaient un petit peu dangereux un petit bateau comme le nôtre, sans armes, sans militaires dessus, de passer dessus. Et donc on pensait passer de l'autre côté. Et en fait, ça a beaucoup évolué ces dernières années. Et finalement, la piraterie a non seulement beaucoup baissé de ce côté-là, ils ont mis tellement de moyens pour la faire baisser. Et puis, les choses politiquement aussi, avec l'Éthiopie, se sont un petit peu améliorées, faut le dire vite. Et par contre, la piraterie s'est malheureusement développée dans le golfe de Guinée, donc de l'autre côté. Et même si, on n'aurait pas forcément longé les côtes à ce niveau-là, mais voilà, ça devenait kiff-kiff. Et par contre, c'est quand même plus long. Enfin, on peut le voir là sur la carte. Finalement, s'il faut passer de l'autre côté, ça rajoute au moins une semaine à 10 jours de voyage. Ça aurait été possible, mais voilà, tant qu'à faire, comme on va aller quand même beaucoup plus lentement qu'un bateau normal, hein, on prévoit d'aller de descendre à 8 nœuds. Donc 8 nœuds, c'est 14 km/h, c'est la vitesse d'un vélo. Hein, donc il faut vous imaginer qu'on va revenir de Madagascar à la vitesse d'un vélo. C'est un peu l'éloge de la lenteur aussi, la voile. Bien. Justement, éloge de la lenteur, est-ce que vous allez prendre des passagers? Oui. Parce que oui, ça fait partie. Ça peut être sympa, surtout si on aime les épices. En fait, il y a une réglementation, je ne connais pas exactement les critères, mais en gros, on peut aller jusqu'à une quinzaine de passagers avec une réglementation assez light. Donc, on va avoir comme ça une quinzaine de passagers. Parce que c'est assez facile de rajouter ça. Et puis, on pense vraiment qu'au-delà du transport de marchandises, le transport de passagers, au travers des mers, plutôt que de prendre l'avion, ça peut être intéressant. Alors, c'est tout autre chose, parce que pour descendre à Madagascar, là où ça se fait en quelques heures d'avion, là, il faudra un mois de bateau.
Donc c'est une autre façon d'envisager le voyage, mais D'accord. l'humanité a connu ça il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Oui, bien sûr. Et on pense que ça intéressera du monde et que c'est une autre façon. Je pense que vraiment une des solutions par rapport à ces défis écologiques qu'on a, c'est de réaccepter un petit peu de lenteur. Je crois que la vitesse qu'on a cherché à tout prix est un des responsables de la situation où on est maintenant. Bien sûr. Et il a fallu à peu près 2 ans à Magellan, à un des capitaines de Magellan, plus exactement, pour arriver à faire le tour du monde. C'est ça. Et cette année, c'est les 500 ans du tour du monde. Ah oui, c'est vrai. Ces jours-ci. C'est les 500 ans de l'extraordinaire aventure de Magellan. Si vous avez un livre à lire, lisez la biographie de Magellan par Stefan Zweig, c'est absolument remarquable. Passionnant. Passionnant, oui. Alors, on a vu le bateau, etc. Et puis, il nous reste à voir aussi un petit peu le financement de ce bateau. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est l'idée qui a été poussée par... il se trouve que... Alors le monde de l'économie d'énergie, finalement, c'est un petit monde. Donc Niels Voigieux, qui est le président donc, de Zéphyr et Boré, qui est l'entreprise qui est en train de construire le bateau pour Ariane, il connaissait très bien, parce qu'ils ont fait du bateau ensemble, Julien Noé, qui est le président fondateur d'Enercop. Et donc, ils discutaient comme ça de transport à la voile. Et Julien disait à Niels, bon, mais il faut créer quelque chose qui va un petit peu plus loin que là, parce que transporter des fusées, c'est bien gentil, mais il faut aller plus loin. Et si tu le fais, fais-le de manière coopérative. Et ça, c'est un des grands trucs de Julien, parce qu'il a créé Enercop, mais il a aussi participé à la création de Railcop, qui va remettre en service des lignes de chemin de fer entre Lyon et Bordeaux, par exemple, ou de Mobicop, qui fait de la transport de passagers, ou Télécop, toutes ces choses-là, mais sous forme coopérative. Et la forme coopérative, en fait, c'est une façon de voir les choses où on se dit que ces grands services, ces grandes infrastructures dont on a tous besoin, nous, où on peut pas, autant on peut trier, on peut manger des légumes bio, faire son jardin et trier ses déchets, mais on peut pas construire les routes nous-mêmes, on peut pas construire les trains nous-mêmes. On a besoin de ces services-là et on dépend en gros de l'État ou de sociétés privées pour qu'elles soient plus ou moins écologiques, plus ou moins sociales, plus ou moins carbonées. Et la proposition de Julien, c'est de dire, en fait, il faut que le citoyen se saisisse de ça, se réapproprie en fait tous ces services logistiques, parce que on pense que peut-être le citoyen est mieux placé que l'État ou que le privé pour réaliser ces choses-là. Et donc, on s'est lancé là-dedans et on s'est dit, le transport de marchandises, a priori, ça nous concerne tous. On achète tous les jours des marchandises qui ont été transportées par bateau. Peut-être, il y en a certaines, on peut arrêter. Les sandales en plastique qui viennent de Chine ou l'eau en bouteille, certainement, on peut arrêter de les transporter. Mais certaines choses comme le café, le chocolat ou les épices, certainement, on voudra continuer à les importer. Et donc, ça nous concerne tous de savoir que le chocolat qu'on va manger, le curcuma qu'on va manger, il est transporté dans des conditions écologiques. Et donc, la proposition, avec la création de Wincop, c'est de dire... vous voulez participer à cette aventure-là, vous voulez avoir votre mot à dire sur la façon dont c'est fait, sur les choix qu'on va faire, parce que c'est pas le tout de dire on va mettre une voile, mais il y a 1000 questions qui se posent derrière, parce qu'il faut quand même un moteur, il faut choisir le type de voile, la peinture qu'on met sur la coque. Il y a plein de questions écologiques qui se posent au-delà de simplement la propulsion, et ça on propose à tous les citoyens d'y participer. Et c'est aussi parce que la construction d'un bateau, ça coûte cher, hein. Un bateau comme ça va coûter plus de 20 millions d'euros, et la structure de financement classique, c'est d'aller voir des organismes de financement qui sont dans un modèle assez classique, avec une rentabilité assez forte qui pèse sur le projet. Et là, il y a aussi la possibilité de dire, au lieu d'avoir votre livret A ou vos actions chez Total, vous avez la possibilité d'investir vos économies dans un projet qui a du sens et dont le retour sur investissement, ce ne sera pas en termes de dividendes versés chaque année, ce sera en termes d'impact sur le monde. Et ça, c'est la proposition qu'on fait aussi avec Wincop.
Voilà, on a fait un petit peu le tour de ça. Une question quand même que vous avez esquissée. Il n'y a pas que la voile sur un bateau. Il faut nécessairement un moteur, c'est une obligation bien entendu pour les manœuvres, etc. On a une idée de la partie en termes énergétiques, ce qui relèverait de la voile et du moteur sur l'ensemble du trajet. Alors sur une transatlantique, on peut facilement dépasser les 90%. On voit l'exemple de Grand Sail par exemple, qui est le premier cargo à voile au monde moderne, qui a été construit donc par une entreprise qui est en Bretagne et qui importe donc du chocolat et du café. Eux, les quelques transatlantiques qu'ils ont fait avec leurs 25 mètres, ça a été qu'est-ce qu'il m'a dit, ils ont dépensé 10 litres de gasoil sur la transatlantique, donc vraiment rien. Mais là, c'est facile parce que, comme je le disais, il y a du vent. Nous, pour aller à Madagascar, ça va être compliqué. Il y a donc cet équateur, donc ce qu'on appelle le poteau noir. Là, il y a les alizés des deux hémisphères qui se rencontrent et qui s'annulent ou en tout cas font un vent qui n'est pas très utilisable. Et donc, sur ce trajet-là, on est en train de faire les simulations. On espère dépasser les 60% d'économie. Peut-être monter à 70 ou 80, mais on n'ira pas à 90, ce ne sera pas possible. Sachant que ce sera une moyenne annuelle. En fait, un certain trajet, on sera certainement au-delà de 90. Et puis, il y a des moments, en fait, on aura 3 semaines sans vent, et là, on ne pourra pas attendre. Donc là, on sera obligé d'allumer le moteur. Et ce moteur-là, on va essayer de le rendre le plus écologique possible. Et c'est là qu'on aura certainement des choses à se dire quand ce sera prêt. Parce que, là, pour le moment, on prévoit de mettre un moteur diesel. Parce qu'il ne suffit pas que le carburant existe quelque part, il faut aussi qu'il soit disponible aux endroits où le bateau doit se ravitailler. Et nous, entre autres, on va devoir se ravitailler à Madagascar. Mais on espère trouver des diesels. Déjà, le diesel est nettement moins polluant que le fuel lourd, mais il y a aussi la possibilité d'avoir des biodiesels ou des e-fuels. Donc on espère petit à petit pouvoir décarboner cette partie-là. L'autre alternative, c'est de fournir une rame à tous les passagers surnuméraires. Et vous avez réinventé la galère. C'est ça, exactement. Ok, merci infiniment à vous deux. Alors, on a le temps de quelques questions. On avait déjà une première question et vous vouliez éventuellement compléter, monsieur. Voilà. Mais je pense que c'est intéressant de revenir quand même sur ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que c'est pas très très bien compris de tout le monde, cette affaire d'émission de CO2. On va dire que c'est pas encore bien compris, mais on va dire, je suis bienveillant, je cherche vraiment bien à comprendre, parce que je pense que si vous investissez là-dedans, c'est que vous avez des valeurs, etc. Mais pour bien comprendre, ce serait donc deux choses. Ça serait d'une part, donc il y a bien une émission de CO2 par les engins avec les moteurs. Est-ce qu'elle est moins importante que d'autres carburants d'ailleurs, peut-être ? Et au total, j'ai du mal à comprendre, puisqu'elle va s'évacuer dans l'atmosphère, comment finalement le bilan peut être intéressant. Et puis il y a la question de l'eau pour produire de l'hydrogène, c'est-à-dire que si tous les engins à moteur, théoriquement par exemple, s'équipaient de ce biocarburant, quelle serait l'eau nécessaire, la quantité d'eau nécessaire, en sachant qu'en ce moment on a des problèmes d'eau et comment ça se résout un petit peu aussi. Voilà. Mais on peut la laisser, peut-être qu'on peut avoir d'autres questions. Et puis, mais j'ai envie de savoir aussi la coque du bateau Wincop, si c'est du métal, si c'est des résines, enfin voilà. Ça m'intéresse. Si au niveau poids, c'est une question qui a été prise en compte. Comme les containers aussi, je suppose que c'est très lourd les containers. Est-ce que c'est une question qui a été abordée ? Si ça a beaucoup d'être abordé, j'en sais rien, parce que j'y connais rien. D'accord. Alors sur la première question, pour revenir bien comprendre. Alors sur la première question, sur la question du bilan de CO2, en fait c'est une méthode, cela résulte d'une méthode de calcul qui consiste à évaluer la quantité de CO2 qui est émise à chacune des étapes. Donc chacune des étapes, c'est quoi ? C'est la production du carburant jusqu'à son utilisation, en passant par tout ce qui est logistique de transport. Quand on part du principe que le CO2 il a été émis une fois par l'industrie qui est émetteur de CO2, on ne va pas le comptabiliser
dans l'utilisation du CO2. Donc même si il y a eu une émission de CO2 au moment de la combustion, donc à travers les différentes motorisations, le calcul sur l'ensemble du cycle de vie fait que on dépense moins de CO2. Comparé au fossile, puisque le fossile, il a fallu dépenser du CO2 pour pouvoir l'extraire, il a fallu dépenser du CO2 pour pouvoir le raffiner, il a fallu dépenser du CO2 pour pouvoir le faire acheminer, et il a fallu du CO2 au moment de la combustion. Et quand on fait la somme de tout ça et qu'on le compare sur les mêmes étapes, sur le même cycle, que le cycle de production des électrocarburants, on arrive à un solde qui est négatif et qui correspond à une réduction de au moins 70% de CO2. Voilà, donc en fait, c'est le fait de ne pas d'avoir récupéré du CO2. Parce que si dans la production des électrocarburants, on n'avait pas récupéré le CO2 émis par le process industriel, ce CO2, il aurait été rejeté dans l'atmosphère. Alors ensuite, il y a un autre aspect dans les électrocarburants, c'est que le fait d'avoir synthétisé, c'est faire la synthèse, c'est récupérer à partir du CO2 et de l'hydrogène l'ensemble des molécules, la molécule de carbone, la molécule d'hydrogène, pour pouvoir produire une molécule de carburant. Et cette molécule, elle est pure, contrairement à un carburant de type issu du pétrole. Parce que le carburant issu du pétrole, il est composé d'une multitude de composants. Il y a du carbone, il y a de l'hydrogène, mais il y a des tas d'autres composés, comme le sulfure, comme les métaux lourds, comme différents polluants. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui font qu'aujourd'hui, l'Organisation maritime internationale a, par exemple, pour limiter les polluants qui sont générés par la combustion des carburants issus du pétrole, l'Organisation maritime internationale, donc l'OMI, a limité l'emploi de carburants qui émettent trop de soufre. Typiquement, depuis le 1er janvier 2020, l'OMI a limité à 0,5% de taux de soufre dans les carburants, là où auparavant l'utilisation était autorisée jusqu'à 3,5%. Voilà, donc un autre intérêt des électrocarburants, c'est d'avoir une composition chimique qui est relativement pure et qui n'émet pas de polluants comme par exemple le soufre, comme les particules, ce qu'on appelle les particules fines, et tous ces types de polluants que l'on retrouve dans les émissions, dans les rejets utilisés par les moteurs avec carburant d'origine fossile. On retrouve l'intérêt finalement du gaz méthane qui est par exemple de méthanisation sur lequel on est quasiment pur à l'arrivée. Oui, voilà. Donc après effectivement sur l'utilisation du méthane, enfin donc du GNL dans sa version liquéfiée. L'utilisation de ce type de carburant présente un intérêt à court terme parce qu'effectivement, on évite les particules fines, on évite un certain nombre de polluants de cette nature. En revanche, on ne décarbone pas, puisque la combustion, le méthane, aujourd'hui, il est d'origine fossile. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est que le méthane est un puissant gaz à effet de serre. Il est 80 fois plus puissant que le CO2 en termes d'impact effet de serre. Enfin, ça dépend de la durée. Voilà. Mais sauf si le méthane est produit par
est d'origine biologique. Alors, c'est ça la différence. Parce que là vous avez parlé de méthane d'origine fossile. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Après effectivement, il y a la possibilité d'utiliser les méthanes sous forme, enfin le biométhane, les électrométhanes. Il reste que il y a des phénomènes physiques qu'on appelle les méthane slips, donc les fuites de méthane, hein, qui sont le résultat du fait que il y a des surpressions et donc le méthane, il faut bien le laisser échapper. Donc il y a un ensemble de phénomènes physiques connexes qui font que le méthane, à certains égards, présente un certain nombre d'inconvénients en termes de décarbonation. Alors, réponse à l'autre question, puis on va prendre quelques questions après de votre part, du public. Alors pour la coque, effectivement, c'est une coque en acier, comme la plupart des porte-containers. Il y a un projet en ce moment de bateau, de voilier cargo qui se construit en bois au Brésil, où ils le refont à l'ancienne, quoi. Vraiment mais c'est un bateau qui doit faire une trentaine de mètres ou quelque chose comme ça. Je pense que ce serait difficile. Ce serait vraiment pas évident de construire un bateau de 85 mètres en bois. Je dis pas que c'est impossible parce que c'est pas mon métier, mais ce serait difficile. Donc effectivement, c'est une question parce que c'est très romantique de construire un voilier, mais il ne faut pas nier le fait que ça va quand même être la construction d'un voilier qui va non seulement consommer beaucoup d'acier, la production de l'acier pour le moment est très polluant, hein, même si on commence à en fabriquer avec de l'hydrogène et donc à décarboner cette partie-là, bon, ça reste quelque chose. Voilà. Donc on espère pouvoir utiliser de l'acier recyclé et trouver des choses comme ça. Mais si on regarde de manière plus large, si maintenant il fallait remplacer toute la flotte actuelle par des voiliers, voilà, c'est le même problème qu'avec les voitures électriques, etc. Il y aurait un choc de carbone qui ne serait pas... Voilà. Donc c'est une piste qui n'est pas la seule. Ça a aussi valeur d'expérimentation. Il y a d'autres solutions éventuellement de refit, même si ce n'est pas l'idéal, parce que la forme de la coque en fait, des bateaux actuels, c'est pas vraiment adapté à la voile, quoi. Donc voilà, là on est sur des questions qu'on n'a pas encore totalement résolues. Au-delà de l'aspect matériau de la coque, il y a la peinture, hein, qui se remplace régulièrement et qui, elle, il y a des peintures qui contiennent des saloperies. Donc là aussi, on va essayer de trouver des manières, soit qu'une peinture qui résiste plus longtemps, donc qui s'use moins vite, soit qui contienne moins de saloperies. Enfin, il y a pas mal de choses au niveau de la voile. C'est des voiles en nylon qu'il faut changer tous les 4 ans. On va avoir quasiment 1600 mètres carrés de voile. Enfin, c'est des chiffres qui sont vite énormes. Là, on espère passer sur des voiles rigides qui tiennent plus de 10 ans. Voilà, trouver d'autres solutions comme ça pour baisser, s'améliorer partout. Mais dans l'ensemble, sur toutes ces questions-là, on sait bien qu'on va pouvoir décarboner et baisser l'impact écologique au minimum, mais on risque d'atteindre sur beaucoup d'endroits un socle incompressible qui, lui, il faudra compenser, en fait. Tout ce qu'on ne pourra pas diminuer, il faudra le compenser. Voilà. Mais il faut quand même diminuer au maximum, et c'est l'enjeu de ce projet-là. Bien sûr. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je voudrais peut-être compléter là, sur la partie CO2, parce que c'est effectivement un aspect important. Il y a une autre utilisation du CO2 qui permet d'avoir un cercle encore plus vertueux. C'est l'utilisation de CO2 d'origine biogénique. Oui. Donc d'origine biogénique, c'est par exemple dans les usines qui produisent de l'éthanol, il y a des cuves de fermentation, et dans ces cuves de fermentation, on retrouve du CO2 d'origine biogénique. Donc biogénique, pourquoi ? Parce que c'est issu des plantes, hein, et donc les plantes ont capturé le CO2 de l'air. La capture de ce CO2 de l'air avec la chlorophylle qui permet de capter la chaleur du soleil, et donc permet de produire
produire l'oxygène. Donc ça capture le CO2, ça produit de l'oxygène et du sucre. Hein. Et donc dans ces plantes, on retrouve le CO2 qui a été capturé, on le retrouve justement en aval, hein, dans les cuves de fermentation. Donc l'utilisation de ce type de CO2, donc biogénique, donc issu de la biomasse, permet d'avoir un électrocarburant qui est encore plus pur en termes d'émissions de CO2. Il y a un deuxième procédé, donc j'avais évoqué le procédé de capture à travers les fumées des process industriels, hein, quels qu'ils soient, hein, cimenterie, raffinerie, usine de production d'éthanol, mais il y a également des procédés qui sont en train de se développer et qui consistent à capturer le CO2 qui se trouve dans l'air qu'on respire. Alors, ce sont des procédés qui se mettent en place, qui sont encore coûteux, hein, parce que la concentration du CO2 dans l'air, elle est de 0,04%. Donc c'est infime. Et on imagine bien qu'il est nécessaire de disposer d'installations qui sont à la fois volumineuses et coûteuses. Mais oui. Néanmoins, l'utilisation de ce CO2-là permettra de réaliser une réelle décarbonation des électrocarburants. À condition pour l'air, la captation dans l'air, qu'on soit bien dans un bilan global très positif. Sinon, s'il faut plus d'énergie, voilà, on se retrouve, évidemment quelque chose de Shadok. Mais dans la mesure où on utilise de l'énergie renouvelable, bien sûr. L'air, le vent, le soleil, cette énergie-là, elle est gratuite. Oui, condition qu'on ait. Enfin, après, derrière, c'est un problème d'arbitrage. On a de l'énergie renouvelable, où est-ce qu'on la met en priorité ? De toute façon, dans le choix des carburants de demain, ce sera l'objet d'un compromis de toute nature, hein, compromis environnemental, compromis économique. Et puis il y a une autre dimension, hein, et là on est en train de le découvrir avec la guerre en Ukraine, hein, c'est l'autonomie énergétique, l'indépendance énergétique. Donc tous ces sujets-là, hein, le sujet de la production des carburants renouvelables de demain, ça permet également d'atteindre l'indépendance énergétique. Donc c'est un aspect tout aussi important que l'aspect environnemental. Tout à fait. Alors, quelques autres questions encore ? Oui. Vous pouvez donner le micro ? Oui, j'ai le micro déjà. Pardon, vous l'avez, excusez-moi. Alors, c'est encore une question sur le contenu carbone. Vous y avez en partie répondu. Donc, j'ai bien compris le sujet de comptabilité. On séquestre du carbone issu du fossile et on le réutilise pour refaire de l'énergie. Bon, à la fin, il se retrouve quand même dans l'atmosphère. Donc, on n'a pas, à part qu'on a fait une seconde valorisation, on n'a pas réglé le problème. Donc, la voie biogénique, c'est un sujet. Mais sur le côté de l'aval, donc du besoin, qui est au final ce qui devrait être vu en priorité, est-ce qu'il y a des ordres de grandeur sur le type de carburant de synthèse qui pourrait être utilisé de façon, on va dire, massive pour pivoter sur les produits pétroliers. Et dans ce cas-là, la voie ammoniac, est-ce qu'en ordre de grandeur, elle n'est pas plus intéressante sur l'aval et donc beaucoup moins impactante, parce que séquestrer de l'ammoniac, de l'azote atmosphérique, on sait faire, ça coûte pas cher, c'est un process industriel complètement maîtrisé depuis des dizaines d'années, et du coup, on n'a plus le problème du carbone. Alors, azote ou carbone ? Grande question. Ouais, je crois que cette question-là, il est trop tôt pour pouvoir choisir entre l'ammoniac et le méthanol. Une chose est certaine, c'est que l'ammoniac, comme le méthanol, sont identifiés par l'Organisation maritime internationale et par un certain nombre d'armateurs comme les carburants alternatifs de demain.
Le méthanol parce qu'aujourd'hui la technologie est disponible, technologie en termes de production, et donc c'est la raison pour laquelle nous chez MGH on développe ce type de projet de production de e-carburant et en particulier le e-méthanol, mais également parce que la motorisation des navires, cette motorisation-là, elle est disponible. Donc deux grands motoristes proposent, Man Wärtsilä pour ne pas les citer, proposent des motorisations qui permettront aux navires d'être propulsés avec le méthanol. Aujourd'hui, deux grands amateurs ont fait des choix en ce sens, Maersk, le danois, et puis CMA CGM qui vient d'annoncer la commande de futurs porte-conteneurs propulsés par le méthanol. L'ammoniac, effectivement, présente un certain intérêt également. C'est parfaitement identifié comme étant un des carburants du futur. Aujourd'hui, il reste encore quelques développements techniques sur les aspects de la motorisation. Les motorisation n'est pas encore disponible. Et puis il y a aussi un autre aspect qui est que la combustion de l'ammoniac émet des oxydes d'azote. Là, on a besoin des épices, donc des NOx, pour compenser les odeurs d'ammoniac. Oui, voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, sur le plan technique, il y a encore quelques aspects techniques à développer avant de pouvoir utiliser largement. Alors, on arrive au bout de cet éco-dialogue. On va prendre encore deux ou trois questions. Voilà. Donc, au fond, oui, allez-y. Oui, juste une question par rapport à la traction éolienne. Vous n'avez pas parlé je ne sais pas si vous avez des connaissances là-dessus, s'il y a des analyses comparatives qui ont été faites sur les grandes voiles qu'on met sur les conteneurs. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle, je crois que ça a un nom. Est-ce que vous pensez que ça a de l'avenir? Bon, ça paraît dérisoire par rapport à la taille des conteneurs, mais ça a l'avantage d'utiliser des bateaux qui existent, de ne pas en fabriquer de nouveaux. Est-ce que pour vous, c'est peut-être une solution transitoire? Enfin, est-ce que je ne sais pas si vous avez des données là-dessus. Oui, c'est une solution très intéressante. Il y a beaucoup de projets en ce moment là-dessus. Il y a au moins 3 ou 4 de grandes voiles de kite comme ça. Donc effectivement, comme vous le dites, ça a le gros avantage de pouvoir se poser entre guillemets sur n'importe quel bateau. Ça vient dans un conteneur qu'on pose à l'avant du bateau et ensuite tout est automatisé. Le seul inconvénient, c'est qu'au maximum, on va économiser 30% de carburant. Parce qu'en fait, on peut fonctionner qu'avec un vent arrière et la moitié du temps, le vent arrière, il n'est pas là. Il suffit qu'on ait un vent de travers ou un vent de face et puis on ne peut rien faire. À la différence d'un voilier, moi je découvre ça, je ne connaissais pas le monde de la voile, mais c'est quand même assez extraordinaire qu'on puisse avancer dans une direction avec un vent qui vient quasiment de toutes les directions. Enfin, il y a vraiment, s'il est de face complètement, mais sinon, on a un angle qui est gigantesque. Avec une voile de kite, on a un angle qui se réduit énormément. Et oui, retour à Magellan qui travaillait par le vent arrière, quoi. En gros, c'est pratiquement simplement. Ok, alors, madame, et puis après monsieur. Allez-y, allez-y, madame. Ah, attendez. Les panneaux solaires. Alors, pour un bateau, on a un problème de place, en fait. Pour le moment, le rendement des panneaux solaires nécessiterait, pour pouvoir faire fonctionner le moteur, une surface qui serait, je ne sais pas, enfin, je dis au pif, des dizaines de fois la surface du bateau. Ça n'empêche pas qu'on va quand même en mettre des panneaux solaires. Sur tous les bateaux, il y en a, des panneaux solaires, des petites éoliennes, parce que ça permet de faire une partie de l'électricité dont on se sert à bord, pour les lumières, éventuellement le chauffage ou des choses comme ça. Là, on est en train de regarder à peut-être réussir à mettre des panneaux solaires sur le mât, enfin sur les mâts. On va avoir des mâts assez grands, ça peut faire une surface. Après, sur les voiles, ça ce serait le Saint Graal, parce que là, on commence à avoir d'une grosse surface. Et en plus, il se trouve que si en allant vers Madagascar, on n'a pas beaucoup de vent, par contre, on a beaucoup de soleil. Donc ça pourrait compenser. Mais là aussi, il y a des développements techniques, entre autres en termes de connectivité, parce que mettre des cellules photovoltaïques souples sur du tissu ou même sur une voile rigide, on sait faire, mais ensuite connecter tout ça et que ça aille avec le fait que la voile, il faut la faller, la remettre, voilà. On n'y est pas encore, mais on en rêve.
on en rêve. Vous voulez rajouter quelque chose? Je peux apporter un complément d'information là sur le panneau solaire. Effectivement, le panneau solaire, c'est ce à quoi on pense ensuite. On pense d'abord au vent et puis ensuite il y a le soleil. Donc le soleil à l'équateur, c'est 400 watts par mètre carré. Le rendement d'un panneau solaire, c'est 20%. Donc au bilan, par mètre carré, il reste 80 watts. 80 watts, c'est des anciennes ampoules. Donc par mètre carré de pont, on aurait juste de quoi alimenter une ampoule de 80 watts, sachant qu'une propulsion d'un gros porte-conteneur, alors bien sûr un 22 000 conteneurs, il faut plus de 60 mégawatts. 60 mégawatts, donc 60, 10 puissance 6 watts. Donc comparé aux 80 watts par... voilà. Donc tout ça pour dire que... Pas loin d'1 million de vos ampoules. Oui. Donc, voilà. OK. Vous, pour une dernière question, puis on va arrêter là. Allez-y. Oui, alors je crois que vous l'avez évoqué, mais pour pouvoir naviguer à tous les caps, il faut un plan anti-dérive sur votre bateau. Est-ce que la question est à peu près résolue, c'est-à-dire la forme de la coque et comment régler le problème du plan de dérive? Le plan de dérive, voilà. Alors là, ça s'éloigne un petit peu de ma zone de compétence. Je sais qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais je ne saurais pas vous répondre comment. En tout cas, les architectes navals à qui on a fait appel maîtrisent visiblement ce genre de questions. Voilà. Mais je ne saurais pas vous dire exactement comment ça se règle. Oui, parce que ce n'est pas un voilier de course, il transporte des quantités de matière. Oui, donc il va être lesté, oui, tout à fait. Très bien, écoutez, merci infiniment à nos deux invités, c'était passionnant.